donc Monsieur Mandico. Nous, on est les Pipelettes du Concorde, donc on est un petit groupe associatif qui regardons des films. Et donc, on voudrait vous poser quelques petites questions par rapport au film, par rapport à vos idées, à votre idéologie. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous pitcher Conan? Conan, c'est l'histoire d'une femme qui va traverser le temps, les époques, et qui au fur et à mesure de son vieillissement, va ne cesser de se trahir et de devenir de plus en plus barbare. Ok. Donc ensuite, pourquoi avoir choisi la pellicule 35 mm pour faire vos films? J'ai choisi la pellicule parce que c'est un support que je trouve magique. Donc, quand j'étais à l'école des Gobelins, on m'a appris, c'était la fin de la pellicule, enfin la fin de la pellicule, disons que le début du numérique qui n'existait pas encore, mais enfin quelque chose qui commençait à s'installer. Et donc, on avait à la fois des caméras vidéo pour filmer nos animations, une formation 3D aussi, puisqu'on était dans les premiers à faire de la 3D en France, c'était l'année où ça commençait. Et puis parallèlement à ça, il y avait aussi le travail sur la pellicule, les caméras qui étaient là, on nous apprenait à développer, à monter directement sur support pellicule. Et pour avoir tout essayé, très vite, je me suis dit non, mais le cinéma, c'est la pellicule. On ne sait jamais si finalement il va y avoir quelque chose sur l'image, même si on fait tout pour. Et il y a une tension, une concentration, une discipline qui naît du travail sur la pellicule, qui est quelque chose qui m'a formé et qui me plaît beaucoup. Et c'est quasiment comme une performance finalement maintenant. C'est-à-dire que c'est une façon de se concentrer, de concevoir le jeu, de concevoir aussi les images et de travailler avec les actrices qui est très particulière. Bon, je ne peux pas faire des tonnes et des tonnes de prises, donc je suis obligé de penser énormément au film en amont. Pour moi, il y a toujours une magie quand je découvre mes rushs et une émotion très très forte et qui est peut-être aussi le moteur pour moi, c'est ce désir de faire, quoi. Chaque fois, j'ai une boule dans le cœur en me disant est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il y aura quelque chose sur la pellicule. Ok, merci. Quand on a vu Conan, c'est un film qu'on trouve vraiment très puissant quand même dans sa manière de montrer les choses. Mais est-ce que vous pensez que c'est un film qu'on doit chercher à comprendre ou à ressentir? Ah bah de le ressentir. Ouais. Et quand on ressent, on finit par comprendre. Après, le film est construit comme un éventail avec plusieurs strates comme ça. C'est assez simple hein, ce qui se passe, c'est ce que je vous ai résumé. Hein. Après, moi je joue avec un démon aussi qui est très présent, qui dit voyage dans le temps, dit nœud temporel. Voilà, donc ça je joue avec ces choses-là. Mais finalement, c'est un film qui ne fait que se déployer. Et le parti pris que j'ai eu aussi, c'était de surprendre les spectateurs et spectatrices, c'est-à-dire ne pas pouvoir anticiper sur ce qui va se passer, quoi. Ça, c'est vraiment à l'heure où finalement on n'a jamais eu accès à autant de films, autant de narrations, de scénarii, etc. Et que trop souvent, je trouve, on fait les mêmes gâteaux dans les mêmes moules, narratifs en tout cas. Je trouve ça intéressant de jouer avec le spectateur et d'essayer de le surprendre, quoi. C'est la moindre des choses. Carrément. Donc, quelles ont été les références pour l'écriture de votre film? Elles ont été nombreuses. La plus grosse référence, c'est un film qui s'appelle Lola Montez de Max Ophuls, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. C'est l'histoire d'une courtisane donc qui a vraiment existé, qui s'appelait Lola Montez. Cette courtisane, à la fin de sa vie, pour gagner de l'argent, est devenue une créature de cirque. C'est-à-dire qu'on venait voir Lola Montez, qui était dans un cirque et qui racontait sa vie depuis un trapèze. Et donc le film, c'est ça, c'est cette âme damnée qui est Lola Montez, qui va faire le grand saut du haut d'un trapèze et qui va raconter sa vie dans le cirque. Et on va avoir des fragments comme ça de sa vie, de toutes les époques de sa vie, avec un monsieur loyal qui est joué par un super acteur qui s'appelait Peter Ustinov, et qui est un peu le modèle aussi de Reiner. Donc ça, j'ai carrément repris la structure et le principe, mais transposé ailleurs, autrement, pour Conan. D'autres références, c'est le cinéma fantastique et merveilleux français d'avant-guerre et de guerre, etc. C'est-à-dire Les Visiteurs du Soir de Carnet et Prévert,
La main du diable de Tourneur, La beauté du diable de René Clair, La Belle et la Bête de Cocteau. Voilà, je suis parti vraiment sur des références très françaises, les diableries, les pactes, tout le côté faustien. Dans la période new-yorkaise qui se passe dans le Bronx, c'est Coppola, Rumblefish qui a été un film très important pour moi quand j'étais ado. Il y a aussi les films de Ferrara, enfin il y a plein de choses convoquées. Plus tard, dans la période un peu guerrière, comme ça, enfin un peu même carrément guerrière, il y a Portier de nuit, il y a le cinéma de Pasolini, après il va y avoir Ferreri, Greenaway, enfin plein de gens comme ça, plein de cinéastes que je convoque. Et ça crée aussi ce film avec sa disparité, j'allais dire, de ses ruptures d'époque et de style, tout en essayant de créer un style singulier et cohérent du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que j'assume mes références, mais en même temps, je ne fais pas un catalogue de citations, quoi. Mais j'assume mes références. Nous, on a remarqué quelque chose quand on a regardé le film, et c'est un peu caractérisé dans votre cinématographie en général. Donc là, on sort un peu du contexte de Conan, mais vos personnages, vous les nommez il, elle, parfois pas genrés, parfois genrés. Pourquoi ce choix-là? Ben parce que c'est comme ça que je vois le monde. J'ai une vision du monde non binaire et non genré, Ok. ou en tout cas une fluidité des genres. Donc c'est ma vision du monde. Donc ça transparaît dans mes films, même si ce n'est pas le sujet principal. D'accord. Est-ce que selon vous, il y a de l'espoir pour les personnages de votre film et est-ce qu'un salut est possible? Bah oui, il y a de l'espoir. Après là, je parle de la barbarie. En tout cas, l'espoir dans mon film, c'est la capacité à regretter, quoi. Enfin, s'il y a du regret, il y a de l'espoir de la part des bourreaux, enfin des gens qui ont fait des choses dégueulasses. Déjà, si on regrette, c'est déjà énorme. Là, on parle du haut mal, quoi. Et après, moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce récit, parce que sinon ça aurait été trop étouffant d'être que dans le mal, c'est d'amener un élan romantique, quoi. Le romantisme peut tout sauver pour moi. Dans mon film, il y a la figure de Conan, qui est un personnage qui va s'endurcir. Et parallèlement à ça, il y a une autre figure qui est celle du démon qui l'accompagne, son chien fidèle, on pourrait dire, qui va être l'accompagner dans sa damnation. Ben, lui va s'humaniser au fur et à mesure que Conan se déshumanise. Donc, même les démons peuvent avoir du cœur, quoi. C'est ce que j'essaye de dire dans ce film. Pourquoi donner autant d'importance à l'anthropophagie dans votre film? Ce qui m'intéresse, parce que l'anthropophagie, c'est quand même quelque chose qui est assez présent assez présent dans le cinéma de genre, et j'ai voulu prendre le contre-pied de l'anthropophagie. Dans tous les films que j'ai pu voir jusqu'ici, les personnes qui se font manger ne veulent pas être mangées. Or, moi, ce qui m'intéressait, c'était un personnage qui oblige d'autres personnes en gros, qui se donne à manger à d'autres personnes, quoi, et les personnes sont dans l'obligation de le manger. Donc ça c'est un concept qui m'intéressait beaucoup, parce que j'avais jamais vu ça, et parce que je pense qu'il est plus difficile de manger quelqu'un que d'être mangé. Parce qu'une fois qu'on est mort, voilà, c'est plus le problème, quoi. Et cette idée aussi d'un personnage qui est assez sophistiqué, très sympathique comme ça, très chaleureux, et qui va empoisonner des artistes, les contaminer, les corrompre, en passant par la nourriture, par le fait que les artistes se disent on va pouvoir tout digérer. C'est aussi une métaphore, quoi. C'est une mise en garde. Tout n'est pas digeste, quoi. Quand on est artiste, on ne peut pas pactiser avec n'importe qui. Donc c'est ça ce que raconte cette histoire d'anthropophagie. Et après, c'est vrai que c'est une mise à l'épreuve comme ça du spectateur par rapport à une séquence où je me suis amusé avec une scène de repas en me disant tiens, là où Greenaway s'arrête avec le cuisinier, la femme, le voleur et son amant, moi je vais aller plus loin. Et puis les scènes de repas au cinéma, il y en a tout le temps. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est une figure de style qui est présente quasiment dans tous les films. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de me dire tiens, la scène de repas, c'est un motif vraiment extrêmement récurrent au cinéma. Comment le filmer autrement, comment donner une autre vision d'un repas, comment le mettre en scène autrement. Bah, il y avait toutes ces questions-là qui étaient derrière et qui m'excitaient beaucoup. Ça, c'était plus sur la forme.
Très bien. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit, mais si c'est pas trop indiscret, quel est votre rapport personnel à la mort? Elle est comme tout le monde, c'est-à-dire que je l'attends au détour d'une rue, d'un couloir, d'une porte. Elle peut jaillir à tout moment. Je m'en méfie. Et en même temps, j'essaye de ne pas avoir peur de la mort. Je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes à découvrir dans l'autre monde, quoi. Ok. Ok. Une dernière question peut-être. Selon vous, l'homme, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais de nature? Il est ce qu'il est dans le contexte dans lequel il est. C'est-à-dire que le contexte dans lequel il est va le conditionner. Et après, à lui ou elle d'essayer d'aller vers le haut, quoi. Donc en gros, c'est les expériences, les rencontres qui forgent une personne. C'est le contexte dans lequel on est Ok. aussi, hein, qui conditionne beaucoup de choses. Et après, c'est ce qu'on arrive à être et devenir dans ce contexte-là, quoi. Et il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent par rapport à ça. C'est sûr. On est tous des prototypes, nous sommes tous des prototypes.